Investir dans la location saisonnière aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, je vais vous donner, pas mal d'explications pour que vous sachiez si c'est fait pour vous, la location courte durée aux États-Unis. Let's go! Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Merci beaucoup de nous retrouver sur cette vidéo. Je suis investisseur immobilier, promoteur immobilier et également real estate broker, agent immobilier licencié en Floride. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est un sujet dont on me parle souvent. J'ai pas mal de contacts qui arrivent et qui ont en tête de faire de la location saisonnière, notamment en Floride, marché que je connais très bien puisque j'ai moi-même investi depuis 2017 en Floride, notamment dans des biens immobiliers en location court terme. On a également accompagné beaucoup de nos clients, des centaines de clients dans leurs investissements aux États-Unis, notamment sur la location dite courte durée ou saisonnière, où on a eu beaucoup de biens en gestion. Alors aujourd'hui, c'est le moment pour moi de vous faire une revue un petit peu de tout ça. Après quelques années d'expérience, des hauts et des bas, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Est-ce que c'est vraiment plus rentable d'investir dans un bien pour faire la location saisonnière que pour faire de la location dite traditionnelle, de la location longue durée? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, vous donner pas mal d'éléments de comparaison, aussi vous parler du financement, de la fiscalité, des points d'attention que vous devez avoir lorsque vous faites l'acquisition de ce type de bien et surtout des points cruciaux en matière de gestion locative bien sûr. Alors déjà, le plus important évidemment, c'est s'intéresser à ce marché. Les marchés sont très différents aux États-Unis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la location saisonnière, c'est une manne économique très importante, notamment bien sûr avec Airbnb, qui est le grand leader de la location saisonnière courte durée. On le connaît évidemment à travers le monde, mais c'est en plus une entreprise américaine, donc qui est vraiment encore plus développée ici aux États-Unis. On a également une autre grande plateforme aux États-Unis qu'on utilise beaucoup qui s'appelle VRBO, qui est on va dire le compétiteur direct de Airbnb. La différence entre les deux plateformes, c'est que VRBO va plutôt vous apporter, de mon point de vue, des guests, donc des locataires potentiels plus haut de gamme que Airbnb, des gens qui vont rester plus longtemps. Généralement, ce sont des gens aussi qui payent un peu plus cher parce que les frais sur VRBO sont plus élevés, mais vraiment il y a une qualité de service et de support aussi pour eux qui est plus importante de la part de la plateforme. Pour nous, c'est vraiment des guests de meilleure qualité globalement que Airbnb. Alors ça, on va dire que c'est le discours, on va dire un petit peu global, mais c'est vrai qu'après chaque guest, chaque expérience est différente. Les deux plateformes fonctionnent de la même manière. Il y a vraiment un enjeu d'algorithme sur ces plateformes. Il faut vraiment se positionner. Donc, il y a des enjeux de mots-clés sur son listing. Il y a également des enjeux d'amenities, c'est-à-dire de services que l'on propose ou de choses qu'on met à disposition des guests qui vont bien au-delà de simplement meubler et louer le bien. Pour citer certaines amenities, évidemment, quand on parle de location court terme aux États-Unis, on parle d'une unité qui a été entièrement nettoyée professionnellement. Les lits sont propres, à l'image d'un hôtel en fait. Les guests aujourd'hui attendent plus que ça. Il faut une cuisine qui soit complètement équipée. C'est généralement ce qu'ils viennent chercher parce qu'on est en concurrence directe avec des hôtels. Et la grosse différence d'une location meublée, c'est qu'évidemment vous avez une cuisine à disposition. Mais au-delà de ça, sur certaines zones, typiquement à la Floride, les guests vont chercher généralement des points récréatifs. Alors une piscine, ça paraît presque être aujourd'hui un impondérable d'avoir une piscine. Donc il faut vraiment se focaliser aussi quand on fait l'acquisition de biens, soit sur des maisons individuelles qui ont des piscines, soit sur des résidences qui proposent des piscines, mais le mieux c'est vrai que c'est la piscine privée. Et puis après, il y a tout un tas de bonus, on va dire, qui vont permettre aussi de revendre sa nuitée plus chère. Une vue, par exemple, une vue sur l'eau, sur un golfe, sur un point d'eau type un canal. Ça compte beaucoup. Mais également, avoir des points récréatifs dans le bien. Nous, ça nous est arrivé très souvent et ça nous arrive encore, d'avoir des biens où vous avez un billard, un baby-foot ou des jeux familiaux. Également mettre à disposition tout le kit qui va bien pour aller à la plage. Un petit trolley pour mettre toutes les choses pour les locataires quand ils vont à la plage, des sièges de plage, un parasol pour la plage, puisqu'on est à côté des points évidemment côtiers en Floride, et donc ça c'est très important. En gros, il faut comprendre que d'une zone à une autre, vous avez une demande spécifique. J'ai également d'autres biens, notamment sur Pickwick Lake en Airbnb. Là, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus près de la nature, donc la demande sera différente.
quand même dans certains points Airbnb très important, type les Smoky Mountains, qui est vraiment une zone aux États-Unis où il y a beaucoup de Airbnb, beaucoup de locations saisonnières, plutôt pour parler avec le terme générique. Sur cette zone-là, par exemple, c'est le chalet en bois avec le jacuzzi sur la vue sur les montagnes, qui est très important. À Pickwick Lake, ça va vraiment être le côté nature, le côté aussi où il y a une vue, où vous êtes isolé. C'est la déconnexion que l'on vient rechercher. Donc c'est vraiment aujourd'hui, au-delà de louer son bien, c'est une expérience qu'il faut mettre en place pour ses guests, pour ses locataires, et ils vont venir booker chez vous, non pas parce que c'est forcément moins cher qu'un hôtel, c'est pas forcément la raison principale, ça peut en être une s'ils sont nombreux, et donc ça coûte moins cher de louer un bien entièrement que de louer plusieurs chambres d'hôtel s'il y a beaucoup d'enfants par exemple, ou s'ils sont un groupe nombreux, mais c'est aussi, et de mon point de vue c'est même souvent plus le cas, c'est vraiment la recherche d'une expérience, également pouvoir cuisiner, parce que parfois pour les vacances c'est aussi se retrouver autour de repas familiaux, et donc évidemment avoir une cuisine extérieure, un barbecue au bord de la piscine, ça fait partie aussi de ce concept-là, et pas avoir non plus autour de soi parfois des personnes étrangères, au groupe d'amis, au groupe familial avec qui on part en vacances. Ça c'est des points qui comptent beaucoup, donc c'est pour ça que les gens aussi s'intéressent beaucoup et louent beaucoup des biens entiers en saisonnier. Faut comprendre que le business ici, c'est quand même plutôt un business haut de gamme quand on fait de la location court terme. En meublé, les gens sont à la demande de services, comme je le disais, et vraiment viennent chercher cette expérience. Donc ce que je recommande vraiment, c'est de bien réfléchir au-delà de l'acquisition du bien et de son emplacement, qui est vraiment ce qui est le plus important, avoir un emplacement, mais également de réfléchir à un concept global de ce que l'on veut donner, une identité au bien que l'on achète, avec également le mobilier, les services que l'on veut apporter, différentes choses qui font que l'expérience est meilleure que chez les concurrents, puisqu'en fait on est en concurrence non seulement avec le marché de l'hôtellerie localement, mais également les autres biens proposés sur ces plateformes type Airbnb, Vrbo, Booking.com. Alors il y a deux outils que je recommande particulièrement. Le premier, c'est AirDNA, qui est vraiment une plateforme qui permet d'analyser le marché du saisonnier. C'est vraiment des analyses poussées, le taux d'occupation, quel est le prix en moyen de la nuitée sur un bien similaire en fonction du nombre de chambres, en fonction du service, de la qualité du bien. Un second outil qui est très intéressant, c'est Matchvisor, qui a un site qui fait des analyses plus globales, mais qui vous permet également d'avoir des tendances marché pour voir si le marché sur lequel vous voulez vous positionner est attractif, savoir également si les revenus que vous pouvez que vous envisagez sont vraiment des revenus réalistes. Alors évidemment, ceci est pondéré par le fait que moi j'ai un certain nombre de clients qui me contactent parce qu'ils veulent acheter une résidence secondaire, ce que je pense être une bonne stratégie. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo, mais pour moi aujourd'hui, en termes de rentabilité, de sécurité, faire de la location saisonnière, ce n'est vraiment plus l'idéal. C'est pas l'idéal du tout. Il vaut mieux se tourner vers la location long terme. Mais en revanche, si vous voulez faire, acheter une résidence secondaire, la louer de temps en temps pour générer du revenu et vous permettre, de payer les charges, mais d'avoir un petit peu plus en à côté, c'est une bonne stratégie. Et donc, évidemment, vous allez aussi faire un choix émotionnel, quelque chose qui vous correspond. Donc, le but, c'est de trouver quelque chose d'équilibré qui vous correspond à la fois, donner une identité au bien qui vous convient, mais également penser à la location potentielle pour que ça corresponde à ce que le marché attend. Concernant le financement de ce type de bien, vous allez pouvoir faire un financement au même titre que pour un investissement dans un bien qui va être destiné à la location long terme. Il y a des possibilités de financement. Généralement, on va vous demander 20 à 30% d'apport et le reste, la banque américaine peut vous le financer. Alors, il y a des programmes spécifiquement qui existent pour de la location court terme, saisonnière, qui sont plus onéreux parfois, mais il est possible d'acquérir ce bien en résidence secondaire et également de louer de temps en temps pour générer du revenu. C'est pas interdit de le faire, c'est tout à fait possible. Et donc effectivement, c'est ce que je recommande. Les programmes d'investissement via de la résidence secondaire d'un point de vue financement, ce sont des termes plus intéressants, des taux d'intérêt plus bas, également des clauses globales qui sont plus favorables pour les acquéreurs. Et donc je pense que c'est la meilleure solution maintenant pour
qualifié pour ce type d'emprunt, il faut prouver de revenus qui permettent de soutenir la dette que vous allez demander, que vous allez lever. Si cela fonctionne pas, vous pouvez aller dans un pur programme d'investissement, et dans ce cas-là, le programme d'investissement sera obtenu sur des loyers potentiels que vous allez pouvoir obtenir via la location du bien. Donc les deux sont possibles. Nous, on a eu très très peu de refus de financement pour des clients qui cherchaient à faire ça. À partir du moment où vous avez en fait l'apport nécessaire, c'est ce que la banque va vouloir regarder, et puis en plus elle va vous demander 3 à 6 mois de réserve de cash, et vous devriez être approuvé. Concernant la fiscalité, c'est pas très différent de la fiscalité sur un bien en location long terme. Vous savez qu'aux États-Unis, les biens résidentiels peuvent s'amortir linéairement sur 27 ans et demi. Donc vous passez chaque année une charge sur les revenus que vous générez. Donc ça permet d'énormément diminuer la base imposable. Généralement de diminuer beaucoup l'impôt évidemment que vous devez payer. Petite subtilité quand même, c'est qu'évidemment dans le cadre d'un investissement dans un bien court terme, d'une location court terme, vous allez également meubler ce bien, donc avec évidemment du mobilier, du multimédia, acheter tout un tas de mobilier ou d'objets divers. Ça également, c'est bien sûr ça passe en charge. Alors tout dépend de la stratégie qu'on utilise, mais on peut passer en charge tout ça de manière accélérée sur une année pour créer une perte qui est reportable sur 5 ans, ou alors d'amortir ça de manière linéaire. Tout dépend des objets, mais généralement ça s'amortit sur 5 à 7 ans le mobilier aux États-Unis, et donc ça peut vous créer également une charge évidemment pour diminuer votre profit sur les années à venir via les revenus locatifs que vous pouvez générer. Troisième point dans cette vidéo qui est très important, c'est probablement un des points les plus cruciaux, et les gens sous-estiment ça quand on vient de France. On n'a pas l'habitude des réglementations que l'on peut avoir aux États-Unis. Il y a beaucoup de réglementations, donc avant même de vous positionner sur un bien ou de le sélectionner, il faut regarder les réglementations en cours. Quand je parle de réglementation, c'est au niveau du county. Donc le county, on pourrait assimiler à une espèce de département français par exemple. Si vous êtes français, vous allez me comprendre, mais globalement le county, c'est vraiment l'administration locale qui parfois regroupe plusieurs villes, plusieurs cities. Vous pouvez avoir aussi bien au niveau du county qu'au niveau de la city des réglementations, des restrictions. C'est-à-dire que, on peut vous dire les locations saisonnières, c'est interdit. Ou les locations saisonnières, c'est-à-dire de moins de 30 jours, c'est seulement 3 fois par an. Ou alors, il y a un minimum de 30 nuitées pour louer son bien. Parfois, c'est seulement 7 nuitées. Parfois, il n'y a pas de réglementation. Donc ça va être très important. En Floride, c'est extrêmement réglementé. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez pas du tout faire de réglementation. Je pense par exemple à Miami, où aujourd'hui c'est interdit globalement de faire de la location court terme sur l'ensemble du county de Miami, où vous vous mettez dans l'illégalité, et donc ça peut vous causer d'énormes problèmes. Croyez-moi que les Américains, notamment le voisinage, est au courant de ça, et vos voisins qui eux sont propriétaires occupants vont vous dénoncer si jamais ils voient qu'il y a des allées et venues dans les biens. Alors en plus, si vous êtes dans un cadre d'une copropriété, bon là ça va être difficile pour vous de passer à travers, et ça peut vous coûter très très cher. Donc je vous déconseille vraiment de jouer à ça et de passer outre les réglementations, mais de vous renseigner et de respecter tout simplement les choses. Mais ça doit aussi orienter votre choix vers des marchés où il est possible de le faire, évidemment, de faire ce type de location-là. Donc soyez vraiment précautionneux par rapport à ça. Réglementation aussi, ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation particulière, ou en tout cas la réglementation particulière au niveau du county ou de la city est acceptable pour vous. Mais au niveau de la résidence où vous achetez le bien, c'est-à-dire il y a un HOA, un Homeowner Association, ou alors vous achetez un appartement, vous êtes dans le cadre d'un condominium, et là il y a des restrictions, et c'est le cas de beaucoup de ces HOA ou de ces condominiums, et donc là évidemment ça peut vraiment handicaper la mise en location. Alors restriction, encore une fois, ça peut être un minimum de nuitées ou tout simplement une interdiction, c'est-à-dire qu'il faut au moins que le locataire reste 1 an, ou qu'il reste 6 mois, ou qu'il reste 30 jours. Ça peut être aussi d'autres restrictions. Il y a un certain nombre de biens en Floride par exemple qui ne peuvent se céder ou se louer qu'à des gens qui ont 55 ans et plus. Voilà, c'est une autre forme de restriction. Donc attention aux recherches quant à l'acquisition du bien. Ne vous trompez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a l'habitude. Nous, c'est notre cas vraiment. Ça, c'est quand on fait une recherche, on a tout un tas de critères sur les outils qu'on utilise, des outils professionnels de recherche de biens. Et effectivement, surtout quand on connaît son marché, on sait à quoi s'attendre et où rechercher. Mais en fait, sur certains marchés, la part de biens qui peuvent se louer et correspondre à la location court terme, saisonnière, et être mis sur Airbnb et VRBO et avoir l'opportunité de
faire de l'argent avec ça, c'est extrêmement faible. Dans certains de ces marchés et même un certain nombre des marchés en Floride, c'est extrêmement faible, puisqu'évidemment il y a une manne financière tellement importante là-dessus que les counties, les cities ou les HOA et les condominiums ont mis des restrictions. Concernant les opérations, comment arriver à gagner de l'argent avec ça, ce qui va compter, ça va être vous de faire le choix. Est-ce que vous allez pouvoir l'autogérer vous-même, ce bien? En étant à distance, si vous n'êtes pas aux États-Unis, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire de manière opérationnelle. Il faut avoir une équipe, quand même une petite équipe sur place, ne serait-ce que une équipe de ménage entre les bookings, entre les gens qui entre deux locataires en fait, entre deux guests. Il faut également avoir une petite équipe pour les maintenances diverses. Si vous avez beaucoup d'allées et venues, potentiellement il y aura besoin de plus de maintenance. Des maintenances très communes en Floride par exemple, c'est des maintenances sur le système de climatisation. Ça c'est des choses qui reviennent très souvent. Les sanitaires également qui sont bouchés. Dès qu'il y a des enfants, les toilettes potentiellement peuvent se boucher plus facilement. On connaît tous ces enfants qui mettent beaucoup de papier dans les toilettes. Ça c'est des choses très communes. Donc il faut avoir une petite équipe diverse pour pouvoir s'occuper de tout ça correctement, très réactive, parce que ça pèse beaucoup également sur les reviews. Je vais revenir sur cet aspect-là, mais cet aspect d'avis de review, on veut avoir des reviews 5 étoiles. C'est ce qui va vraiment faire monter le listing dans les recherches, dans l'algorithme, et donc ça contribue pour beaucoup d'avoir une équipe réactive, qualifiée pour gérer le bien. Alors la meilleure méthode, et nous c'est ce que l'on propose évidemment, on fait de la conciergerie pour nos clients, c'est effectivement de tout simplement faire gérer son bien par des professionnels, des gens qui sont implantés sur place, qui vont pouvoir tout simplement mettre la main à la pâte et venir physiquement sur le bien pour le gérer, le nettoyer, le maintenir, faire des inspections et gérer ce bien correctement. Donc nous, ce que l'on fait évidemment depuis maintenant près de 10 ans en Floride. Donc voilà, il y a une vraie expérience, une vraie technique à connaître également sur comment positionner le listing sur les plateformes, faire des photos de qualité, mettre en avant des choses que les gens recherchent. Il y a quelques astuces à connaître et également travailler sur ces avis qui peuvent mettre du temps à être reçus, parce qu'effectivement un bien nouveau qui rentre sur la plateforme est vierge. Il a face à lui des biens concurrents qui ont parfois plusieurs années d'expérience avec des centaines d'avis très positifs. Et donc, ça peut mettre du temps avant de commencer à, on va dire, égrener des bookings et avoir de l'expérience. Et donc, au départ, il faut arriver à faire un peu le dos rond, à demander un peu moins cher de la nuitée pour commencer à faire rentrer des gens, que leur expérience se passe bien, qui mettent un avis positif, et donc que la machine se mette en place. Donc, c'est vraiment ce qui est peut-être plus long. Il faut prendre ça en considération aussi. Même si vous faites une analyse de chiffres avec un potentiel de revenus, dites-vous qu'au moins les 2-3 premières années, c'est un peu comme un business. Il faut que la machine se mette en route et que progressivement vous gagnez en review et vous gagnez en notoriété sur les plateformes pour pouvoir avoir de plus en plus de gens qui bookent chez vous. Le mot-clé de la fin pour moi, c'est effectivement, vous avez compris, le plus important, c'est de vous faire accompagner déjà dans l'acquisition du bien. Faites très attention aux restrictions. Ça serait tellement terrible que vous achetiez un bien où en fait vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire la location court terme. C'est arrivé à des gens. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier toutes les restrictions à tous les niveaux, aussi bien au niveau du state, du county, de la city, mais également au niveau de la résidence si vous êtes dans une résidence. Ensuite, pour revenir de manière plus globale sur ce type d'investissement, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi c'est vraiment pas le meilleur investissement possible. Aujourd'hui, les gens qui recherchent un investissement pur, je les oriente tout de suite vers l'investissement long terme, où vous n'avez pas la responsabilité des meubles, où vous avez un revenu stable parce qu'on signe un bail au moins d'1 an et c'est un vrai bail. Vous savez, aux États-Unis, un bail long, c'est un contrat, donc les gens peuvent pas sortir avant. Là, c'est effectivement le taux d'occupation peut fluctuer, donc les revenus peuvent fluctuer. Si en plus vous mettez une obligation, c'est-à-dire un emprunt sur le bien, ça peut vraiment vous mettre en difficulté. Donc pour l'investissement pur, j'irai pas là-dessus. En revanche, si votre objectif c'est de vous faire plaisir, d'acheter un pied-à-terre, et de moins payer les charges avec les revenus de la location saisonnière et de venir profiter vous de votre bien de temps à autre, là allez-y, foncez. Je pense que c'est la bonne solution. Nous on accompagne beaucoup de gens dans cet esprit-là, qui se font plaisir, qui viennent passer pas mal de temps dans leurs biens, aussi bien des clients européens que des clients francophones nord-européens, canadiens, ou également des gens expatriés aux États-Unis qui ont leur résidence de vacances chez nous en Floride. Ça c'est des bons deals. Je pense que c'est intéressant. Et puis en plus on peut combiner du coup investissement
et également plaisir. Généralement des biens aussi en Airbnb, ce sont des biens quand même de plus grande qualité parce qu'on va aller chercher un emplacement, on va aller chercher un bien qui sort un peu de l'ordinaire, donc faut dire avec un budget aussi un peu plus conséquent potentiellement, mais c'est des biens effectivement qui potentiellement vont avoir une valorisation dans le temps qui va être aussi plus certaine, plus importante. On va dire qu'aujourd'hui pour moi le bien idéal en Floride, ça va être une maison d'au moins 3 chambres, au moins 2 salles de bain avec une piscine, idéalement avec une vue ou avec une amenities à côté qui est intéressante, type un golf, type un canal ou ce genre de choses, dans des zones effectivement proches de la plage où il y a une vraie demande locative, voilà, ou alors proche d'un downtown, donc idéalement proche du downtown de Sarasota, ou dans des zones plus au sud sur des golfs comme à Venice, dans le sud-ouest de la Floride, ou la zone de Rotonda West, où les biens sont moins chers. Tout va dépendre effectivement de l'enveloppe budgétaire, mais vraiment la maison individuelle pour moi c'est le mieux parce qu'on sort généralement beaucoup plus des restrictions. La plupart des condominiums aujourd'hui en Floride ne permettent pas du tout la location saisonnière, ou s'ils le permettent, ça peut être aussi assez confiscatoire en termes de gestion locative parce que vous allez devoir travailler avec le building qui va gérer le bien pour vous, et donc généralement les revenus sont beaucoup plus faibles. Donc tout ça doit être étudié, ça nécessite effectivement une réflexion, un peu de patience parfois pour trouver le bien idéal, et puis un peu de réflexion aussi sur l'expérience que l'on veut donner à nos guests, qui est vraiment aujourd'hui la clé pour avoir une réussite sur ce type d'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à soumettre votre projet. Sur le lien en description, vous cliquez, vous soumettez. Moi, en 24 à 48 heures, je vous recontacte. Et puis, on peut en changer comme ça de vive voix. Si vous avez un projet d'investissement aux États-Unis, en Floride notamment, je suis disponible pour échanger avec vous. À très bientôt. Bye bye.